Le 2 janvier 1960, Fausto Coppi décède à l'hôpital de Tortona. C'est une perte très soudaine. Le grand champion a attrapé un virus lors d'un voyage safari en Afrique. Le grand héron a replié ses ailes, pouvait-on lire dans les journaux. Et c'est une injustice sans nom de le voir disparaître de cette manière à seulement 40 ans. Une immense foule de 30 000 personnes se présente à son enterrement. L'Italie tout entière pleure sa disparition, comme un fils adoré, comme l'une des plus grandes figures dans l'histoire du sport italien. Le pays tout entier était en deuil. C'était universel. Un coup dur pour la société tout entière. Les gens simples, les riches, les pauvres, la classe ouvrière, les managers, les femmes, les enfants. Coppi fascinait tout le monde. Et ce jour-là, l'Italie sentait qu'elle avait perdu quelque chose d'important. Je me souviens d'une foule immense. Et ce dont je me souviens le plus, c'est ce que répétait l'un de mes compagnons de patrie. Parler plutôt de l'homme que c'était et non pas du champion. Ce sont ces mots-là que j'ai ramenés avec moi de l'enterrement. Nous avions également tous nos autres collègues provenant de l'étranger. Ce jour-là, les héros, ce n'étaient pas les champions, mais les gens de tous les jours. Des gens qui étaient venus juste pour être là. Tout le monde voulait offrir son propre signe d'affection dans l'un des moments qui feront toujours partie de leur vie personnelle. Un ricordo incancellabile della propria vita. Questo fu il funerale di Coppi. Je me souviens de cette route de terre qui menait à Tortona, et en haut de la colline, où Coppi habitait, c'était bondé de monde, comme pendant le Tour en Italie. Je me souviens de Bartali, Magni, Anquetil, Riviera, Gimignani, et beaucoup d'autres champions. Et c'était une manière de rester proche d'un grand champion qui m'avait accompagné tout au long de mes souvenirs d'enfance et plus que tout, avait enrichi l'existence de mon père qui était un grand fan de Coppi. Je ressens ce que tous les Italiens ressentaient ce jour-là, le sentiment que ce n'était pas seulement un grand champion de cyclisme, un grand champion sportif, l'un des plus grands du sport italien qui était mort, mais toute une époque historique. Coppi est mort au début des années 60, le 2 janvier, et cette année-là est perçue comme le trait d'union entre la fin de l'après-guerre et une ère nouvelle. Coppi et Bartali avaient incarné l'après-guerre, et la mort de Coppi signifiait le début d'une nouvelle ère, le début d'une nouvelle direction, des années de prospérité. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Fausto Coppi est né à Castellagna, dans le Piémont, le 15 septembre 1919. À 16 ans, il reçoit en cadeau un vélo. Tout de suite fervent amateur, il se distingue du lot et c'est le masseur Capanna qui croit en lui le premier et le prend sous son aile.
Il rejoint l'équipe de Bartali, le club Legnano, comme coureur professionnel. Coppi devient le novice qui peut battre son maître. Dans le Giro de 1940, qu'il court pour la première fois, il gagne comme un coureur professionnel chevronné. Tous les critiques sont d'accord. Jamais auparavant on n'avait vu dans le Tour d'Italie un si jeune cycliste ayant autant de confiance en soi. Triomphant et vêtu du maillot rose, l'équipier était d'ores et déjà un champion. Il aurait pu gagner davantage si une autre personnalité n'avait prétendu remporter d'autres victoires bien différentes. La guerre ralentit la carrière de Coppi, mais pas entièrement. En 1941, il participe à quelques courses en Italie. Mais le succès le plus remarquable arrive le 7 novembre 1942, lorsqu'il bat le record mondial de l'heure au Vélodrome Vigorelli à Milan, endommagé par les bombardements de la veille. Il se bat en Afrique et se fait capturer par l'armée anglaise en Tunisie et passe le reste de la guerre dans un camp de prisonniers où il contracte la malaria. De retour en Italie à la fin de la guerre, Fausto épouse Bruna Ciampolini le 22 novembre 1945. Il vit une période de sérénité et sa carrière peut désormais reprendre. Coppi au Giro. Le Tour de 1946 est celui de la résurrection. Le pays relève la tête et il regarde les deux rivaux, Bartali et Coppi, maintenant dans des équipes différentes. Le premier avec la Legnano et le second chez Bianchi. Le duel s'enflamme sur les hauteurs des Dolomites, où Fausto prend la tête devant Gino à Oronzo, et il répète le même schéma 24 heures après à Bassano. Le capitaine des Bianchi effectue l'une des plus longues échappées de sa carrière. Un raid de 153 km. Mais ses efforts ne sont pas récompensés. Le maillot rose reste sur les épaules de Bartali. Le champion toscan de 32 ans gagne le Tour d'Italie, juste devant Coppi, qui finit deuxième à seulement 47 secondes. La défaite a un goût amer. Bartali, même étant plus âgé, l'a battu. Et ça, c'est quelque chose qui énerve Fausto dans son amour-propre. Comment se fait-il que je perde devant un homme plus âgé? La chose que je regrette le plus, c'est d'avoir quitté cette équipe. Peut-être que si j'étais resté avec Legnano, j'aurais gagné le Tour comme en 1940. Maintenant, je suis de l'autre côté. Néanmoins, dit-il, on se reverra l'année prochaine. Dans le Giro de 1947, c'est la guerre ouverte entre Bartali et Coppi. La lutte entre les deux hommes commence dès le départ. Le vieil homme gagne la seconde étape à Gênes et Coppi revient à la charge en gagnant les deux étapes de Prato et de Naples. Le combat devient épique lorsque, pendant les 2 dernières semaines, les deux hommes luttent sur les hauteurs des Dolomites, où Gino est déjà vêtu du maillot rose, et à Pieve di Cadore, il gagne avec 3 bonnes minutes d'avance sur Fausto. Le jour suivant, Coppi signe son chef-d'œuvre avec l'ascension du Fasalego, affichant un record après une échappée solitaire de 150 km. Bartali a du mal à suivre. Il franchit la ligne d'arrivée à Trente avec plus de 4 minutes 30.
7 ans après sa victoire dans le Tour d'Italie, Milan accueille Coppi comme un champion. À la fin du Giro, Coppi distance son vieux rival de plus de 83 minutes. Il a donné tout ce qu'il a pu. Sa soif de gagner était tellement intense qu'il pompait chaque goutte de son sang et puisait de l'énergie de chaque centimètre de son corps, même ses pieds. Moi, je n'étais pas comme ça. Je n'allais pas jusqu'à ces extrêmes-là. Je roulais à mon propre rythme. 1949 est l'année de tous les bonheurs. Coppi gagne le Giro et le Tour de France. Il porte le maillot rose avec l'emblème brodé du Grand Torino, qui a disparu dans la tragédie de Superga et offre le spectacle habituel lorsque les routes se mettent à grimper. Il gagne sur les Dolomites, dans l'étape Bassano-Bolzano, et triomphe une fois de plus dans l'étape de Cuneo-Pinerolo. 5 cols à grimper, 190 km d'échappée solitaire et un terrible écart infligé à Bartali. 11 minutes 32 secondes. L'écrivain Buzzati écrivit « Son rythme sur ces montagnes fatidiques avait une force irrésistible ». Tout au long de la course, le public encourage le coureur. À 190 km de la ligne d'arrivée, le maillot rose déjà en poche, Fausto sait que la victoire l'attend. Rien qu'en 2 étapes, les Dolomites et les Alpes, Fausto a gagné le Giro. Avec 20 km d'avance sur ses poursuivants, il ne lui reste plus qu'à décrocher la 4e place du contre-la-montre à Turin. À l'arrivée, Coppi est acclamé par la foule. Le grand champion offre un vélo de course Bartali à cette petite fille qui lui avait envoyé un télégramme en juin pour lui souhaiter bonne chance. La dernière étape jusqu'à Monza, où Coppi arrive en grand vainqueur. Le Giro se termine en beauté pour Fausto. À l'arrivée, le public salue le champion avec les honneurs. L'étape Cuneo-Pinerolo était quelque chose d'incroyable. Si vous regardez les statistiques aujourd'hui et si vous vous rendez compte de l'état des routes ces années-là, l'herbe y poussait. C'était le cas sur la route de Cuneo-Pinerolo. Je me souviens également de l'épisode, je l'ai vu aussi. Le reporter français Chani, un grand reporter de l'époque qui faisait partie du journal d'équipe, m'a dit qu'en regardant la course, lorsqu'ils ont vu passer Coppi, ils sont partis déjeuner, de l'entrée jusqu'au dessert, et au café. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont vu arriver Bartali. Ça, c'était Coppi. Le Giro de 1952 marque le grand retour de Coppi après 2 années successives sans victoire. Tous les préliminaires pour un nouveau doublé étaient en place. Fausto gagne le contre-la-montre le 5e jour. Il prend le maillot rose à la 10e étape et fait un coup d'éclat dans l'étape suivante, les Dolomites. Pour Bartali et Magni, il y a toujours de l'espoir. Ils n'ont que 5 minutes de retard sur Fausto. Vas-y Fausto, avec sa force presque surhumaine, c'est du jamais vu. Coppi n'hésite pas un instant. Il ne gagne pas mais humilie ses poursuivants. Sa course est en passe de devenir légendaire. Son retour lors de l'étape des Dolomites est presque miraculeuse. Sul passo Sella, la diabolica galopata di Coppi assume aspetti da leggenda. Pare quasi miracoloso questo ritorno del campione sulle asperrime rampe dolomitiche e gli avversari che lo avevano mortificato nel Giro di Francia 1951 sono letteralmente polverizzati. Le Giro était décidé au bout de 10 jours. Coppi gagne le contre-la-montre entre Erba et Côme. Sa suprématie est écrasante. Le seul intérêt sur ce Giro était de savoir la différence entre le 2e, plus de 9 minutes sur Magni.
Et ce Tour d'Italie, le 35e d'une histoire écrite par plusieurs générations, touche à sa fin. Coppi endosse pour la 4e fois le maillot rose à son arrivée à Milan. 1940, 1947, 1949, 1952, il réalise une carrière exemplaire. Le Vigorelli, plein à craquer, accueille le peloton qui va effectuer le dernier des 3521 km du Tour d'Italie, qui a été le témoin de la Lombardie au Lazio, des Dolomites aux Alpes, de très grands exploits sportifs. Le champion Fausto Coppi a remporté sa plus belle bataille, et avec lui le cyclisme italien. Son côté mystérieux, complètement naturel. Tout le monde regardait vers Coppi. Regardant Bartali, on pouvait deviner son état d'esprit, souvent de mauvaise humeur. Ce qu'il pensait, par contre, en regardant Coppi, on ne pouvait jamais deviner. Les gens se demandaient, comment se porte-t-il aujourd'hui? Qu'est-il en train de penser? De quelle humeur est-il? Que va-t-il faire aujourd'hui? C'était impossible de deviner ce qu'il allait se passer. Comme le disait Zambrini, c'était inutile de parler avec Coppi les jours précédant la course sur laquelle il se concentrait. Il ne révélait jamais rien. Le Giro de 1953 s'est décidé sur les 3 dernières étapes. Dans la première, l'étape des Oronzo-Bolzano, c'est le champion suisse Koblet qui est en tête avec Coppi, provisoirement leader de la course. À presque 3 km de l'arrivée, Fausto dépasse la voiture du maillot rose. Et tel un aigle sur sa proie, Fausto attaque Koblet. La défaillance du Suisse lui sera fatale. Le grand champion dépasse le maillot rose et commence alors sa grande remontée. Il gagne presque 1 minute sur les derniers virages. Tout le monde espère que Fausto va s'envoler vers la victoire. Mais dans la descente, Koblet réalise encore un grand exploit. Le champion helvétique rejoint Coppi et le maillot rose est sauvé. Coppi félicite Koblet, vainqueur de l'étape. C'est comme un message codé. Le tour appartient à Koblet. Fausto semble abandonné. « 24 heures plus tard, le scénario change complètement. Le Giro va se décider sur les hauteurs du Stelvio. Visiblement, Koblet souffre. Ses lunettes de soleil ne peuvent pas entièrement masquer sa fatigue. Il n'arrive plus à suivre le peloton. Coppi saisit l'occasion et grimpe avec une facilité surprenante. C'est l'échappée en solitaire habituelle. Il réduit rapidement l'écart de 2 minutes avec le maillot rose. La descente vertigineuse de Koblet, le meilleur du monde dans cet exercice, ne sert à rien pour le champion suisse. Il n'arrive pas à creuser l'écart. Fausto remporte le Giro. Avec sa victoire de 1953, Coppi égale les 5 victoires historiques de Binda, un record vieux de 20 ans. Ma femme venait me voir courir. Et à la maison, le soir, elle me disait « Et comment il fait celui-là? Toi, tu soufflais comme un bœuf lorsque lui grimpait sans effort. » Et moi, je répondais « Qu'est-ce que je peux te dire, ma chérie? J'essaye de garder son rythme, mais au bout d'un moment, il n'y a rien que je puisse faire. Si j'essayais de le suivre, je n'arriverais même pas à la fin. » L'un des derniers succès de Coppi eut lieu dans l'une des étapes du Giro de 1955. Il avait 35 ans. C'est arrivé le dernier jour, dans l'étape de Trente-San Pellegrino, au cours d'une lutte acharnée entre l'ancien et le nouveau champion. Le jeune Nencini porte le maillot rose, mais il crève. Et c'est là que débute une alliance entre Coppi et Magni. Les deux volent vers la ligne d'arrivée. Le leader du Giro se voit obligé d'abandonner et Coppi gagne au sprint.
Magny le laisse gagner, satisfait pour sa part de remporter le Tour d'Italie. Coppi monte sur le podium à la 2e place, avec un écart de 12 secondes. Coppi et Bartali. Dans l'Italie de l'après-guerre, la rivalité entre Coppi et Bartali est vécue par le public comme un thème sur lequel il faut prendre parti, comme la religion. Il est impossible d'être neutre. C'est soit l'un, soit l'autre. Ils ont 2 caractères différents. Gino est grincheux et lunatique, Fausto est timide et distant. Bartali est plutôt de ceux qui croient que tout va mal, il faut tout refaire. À l'inverse, Fausto, s'il le pouvait, se cacherait de la gloire et célèbre ses victoires silencieusement. Pendant des années, ils ont évité de mentionner le nom de l'autre. Ils avaient l'habitude de s'appeler l'autre. Le public suivait cette rivalité de personnalité avec un grand intérêt. Leur pique journalière, c'était comme lire un roman. Je me souviens que les gens parlaient souvent de cette dispute, de cet affrontement, de cette rivalité, de cette jalousie également entre lui et Bartali. 2 comparaisons impossibles. C'était seulement pour amuser le public. Bartali était puissant, exigeant, sûr de lui, tandis que l'autre était modeste, anxieux, pessimiste. Bartali partait tête basse, dans son propre monde, immergé dans son propre mythe. Coppi tentait toujours de se tenir à l'écart de la célébrité. Di memoria non ne ho molta, non ricordo proprio no. Mi ricordo viceversa che t'ho spinto sulla Spen. La memoria anch'io l'ho persa, non me lo ricordo bene. Che dirai mio comandante nel vedermi pedalar? Ti dirò senza stante che è tutto da rifare. Giri d'Italia ne ho vinti tanti, senza mai prendere droghe eccitanti. Giri d'Italia lui sì li vinceva, ma le prendeva, oh se le prendeva. Fummo rivali però cordialmente, fummo nemici ma sempre a mente, l'antagonismo che ci divideva, come piaceva, come piaceva. Adesso un'altra cosa. Coppi et le Tour de France. Coppi participe au Tour de France pour la première fois en 1949. Il y arrive fort de sa victoire au Giro. Mais le favori est Gino Bartali, qui a également gagné le Tour de France 10 ans auparavant, en 1938. Les espoirs de Fausto semblent disparaître lors de la 5e étape, Rouen-Saint-Malo, lorsqu'il tombe et devient furieux parce qu'on lui avait donné un vélo de mauvaise qualité. Bartali l'aide à ne pas abandonner. Le moral du champion est au plus bas et il hésite à continuer. On était à 2 doigts de se battre. Je me suis arrêté pour t'aider. Maintenant, il faut que tu continues. Il n'aurait pas continué. Il serait reparti chez lui. L'équipe l'a soutenu. Il n'aurait pas dû perdre toutes ces minutes. Il avait le moral à zéro. Toute la fragilité du personnage était visible. Et tout le monde dans le groupe disait maintenant que c'était impossible que Coppi puisse gagner le Tour. Et il m'a dit, laisse tomber, le Tour est fini pour toi.
pense que si je n'avais pas participé, j'aurais pu me la couler douce sous un arbre avec une bière, mais au lieu de ça, j'étais là, en train de perdre le Tour de France. Et donc, on est arrivé à Saint-Malo avec 17 minutes de retard. L'écart entre le maillot jaune et Coppi est énorme. 37 minutes 55 secondes. Deux jours plus tard, il commence sa remontée. Il gagne 11 places grâce à sa victoire au contre-la-montre de La Rochelle. Dans la première étape alpine, l'équipe italienne opère en harmonie. Coppi et Bartali coopèrent parfaitement et laissent tout le monde sur place. Les deux respectent une trêve entre eux et pour au moins un jour, leur rivalité est mise de côté. Tous deux crèvent une fois, mais aucun des deux ne profite de ce type d'avantage. Fausto ne sprinte pas et laisse Gino passer la ligne d'arrivée en tête pour célébrer triomphalement son 35e anniversaire. Bartali est le nouveau leader de la course. Coppi est deuxième avec un écart de 1 minute 22 secondes. La seconde partie des Alpes est plus dure. Il y a 4 cols à monter entre Briançon et Aoste. Les deux coureurs s'entendent à merveille. Et lorsque Bartali chute, l'entraîneur demande à Fausto de foncer tout seul vers la ligne d'arrivée. Le héron obéit et porte le premier maillot jaune de sa vie. Le tour est entre les mains de Coppi. Pour bien comprendre la performance, il suffit de voir l'écart à l'arrivée avec Marinelli. 25 minutes. Entre le jour noir de l'accident jusqu'à sa finale à Paris, Coppi crée un écart entre lui et le challenger de 1h48. C'est prodigieux. Lorsque j'ai participé au Tour de 1949, j'étais déjà dans l'équipe nationale et je le regardais. Ah, Coppi, Coppi. On a lutté dans le peloton. Moi, j'étais un grimpeur, mais pas encore confirmé en 1949. Et Coppi, il grimpait, il grimpait. On a dû s'arrêter pour le regarder. Parce que c'était comme un aigle, il pédalait si gracieusement, comme un artiste, sans effort. J'ai vu Merckx, j'ai vu Anquetil, j'ai vu Bobet, j'ai vu Tutti, ou j'ai vu Indurain, Nino. Mais aucun d'entre eux, aucun, n'a pu effacer cette image de Coppi en pleine compétition. En 1952, les espoirs des fans de Fausto de le voir gagner une fois de plus le Tour sont très grands. Cette fois, Fausto veut des garanties précises pour participer. Bartali ne doit pas pouvoir prétendre à la victoire. Mais Gino ne veut pas accepter ces conditions sans controverse. La première prouesse de Coppi arrive au contre-la-montre de Nancy. C'est une épreuve qui met en valeur toutes les caractéristiques du champion. Le Tour commence vraiment le 10e jour, lorsque débutent les étapes alpines. Sur l'Alpe d'Huez, le capitaine attaque et remporte l'étape en creusant un écart de 1 minute 20 sur son rival le plus combatif, le breton Robic, et il prend le maillot jaune. Les ambitions de Coppi sur le Tour sont claires, et il efface tous les doutes à ce sujet pendant l'étape de Sestrières. Ed ecco
il gran giorno. Da Bourg-d'Oisans è scattata la tappa più dura di questo tour. Sono nuvoloni e fulmini per i suoi rivali. Et c'est une belle journée de printemps qui donne le coup d'envoi de cette étape, la plus difficile du tour. Ça va être un challenge pour les adversaires de Fausto, qui s'est détaché du peloton. Il attaque une montée de 34 km sur le col, de 2000 à 2556 mètres d'altitude. Coppi est tout seul. Il reste encore 70 km difficiles jusqu'à l'arrivée aux Sestrières. Coppi se déchaîne sur chaque coup de pédale. Ça y est, Coppi est presque arrivé. Il mérite bien cette victoire, un grand champion que la foule acclame. Coppi endosse le maillot jaune en grand vainqueur. Un grand jour pour le cyclisme italien. Fausto a prouvé qu'il était le meilleur. Peu de cyclistes sont capables de réaliser de tels mémorables exploits. Dans un tour qui le voit distancer de 28 minutes son rival le plus proche, le Belge Ockers, Coppi gagne 3 autres étapes. La plus éclatante fut celle de Limoges puis de Dôme. 400 mètres avant la ligne d'arrivée, Ockers a une avance d'environ 100 mètres. Mais quelques secondes plus tard, il est dépassé et laissé sur place par l'indomptable Coppi. C'est un spectacle prodigieux. La vraie imitation de l'envol du héron. À 500 mètres de la ligne d'arrivée, c'est la foudre qui est arrivée. Coppi est passé. Il a dépassé Bartali, Geminiani, Nardenne, presque 2 fois plus vite que la vitesse à laquelle on roulait. Et c'était un spectacle, une chose presque surréelle, parce que nous, on était collés sur nos vélos, collés eux-mêmes à la route. Et lui, il est arrivé comme s'il flottait sur un nuage, comme s'il touchait à peine son vélo. Et nous voilà au Parc des Princes pour les derniers 500 mètres du tour. 40 000 personnes sont au rendez-vous aujourd'hui. La foule est impatiente de voir le grand champion à l'œuvre. C'est encore un autre triomphe pour Coppi. Très doux doit lui paraître le parfum des fleurs qui couronne sa victoire. Fausto monte sur la tribune d'honneur pour recevoir les hommages des délégués de l'ambassade italienne et de la Fédération internationale de cyclisme. C'est une victoire qui prime non seulement l'homme, mais aussi les coéquipiers de Coppi. La fragilité, les accidents. Le plus fort de tous, Fausto Coppi, soutenu et motivé par une énergie presque magique qui lui permettait d'accomplir l'impossible. Mais parfois, il semblait posséder la vulnérabilité d'un enfant. Avec le physique d'un adolescent de 16 ans, une fine ossature, une fragilité qui l'ont toujours accompagné. La carrière de Coppi est marquée d'une liste infinie d'accidents plus ou moins graves. C'est un aspect qui a fait que le grand public l'a toujours aimé encore plus, car il connaissait chez lui ses propres points faibles et son caractère. Et malgré la fatigue, il remontait sur scène. C'était la pure démonstration que le cyclisme est un sport comme un travail quotidien, qui demande le maximum de respect. C'était une créature rare, avec des traits physiques très distincts, hors de l'ordinaire. Il avait une structure d'acier et de verre, toujours sur le point de se rompre. Et à cause de ça, il n'était jamais très enthousiaste de se jeter dans la cohue, dans les moments les plus chaotiques de la course, où la probabilité de chuter était élevée. Et les chutes ont marqué sa carrière sportive. Merci à tous mes fans pour leur soutien tout au long de cet accident. Les médecins ne peuvent pas encore me dire quand est-ce que je pourrai reprendre l'entraînement et la course. De mon côté, j'ai hâte de revenir sur le circuit et j'espère le faire dans 15 jours. Je n'ai toujours pas abandonné mes espoirs de participer au championnat du monde.
Mes salutations à vous tous et mes meilleurs vœux aux participants du Tour. Que le meilleur gagne. La chose qui m'émouvait le plus à propos de Coppi, c'était sa fragilité, parce que c'était un coureur qui pouvait se rompre, se casser. C'était un grand athlète fragile, et lorsqu'il ne souffrait pas d'une chose ou de l'autre, ou de blessures, personne ne représentait un challenge pour lui. Elle était belle, sa mélancolie, sa chance qui tournait. C'était réellement un homme captivant. Era umanamente un uomo accattivante. Compte tenu du grand nombre d'accidents, la carrière de Coppi se prolonge presque surnaturellement jusqu'à ses 40 ans. Lorsque beaucoup d'athlètes sont déjà à la retraite depuis longtemps, Fausto décide de persister et de continuer à courir, mais son corps accuse la fatigue, inévitablement affaibli par le temps. Je pense que Coppi, comme tout le monde le faisait, utilisait un peu d'aide. Je ne veux pas employer le mot drogue, c'était quelque chose de plus innocent. La pharmacologie en ces temps-là n'était pas aussi sophistiquée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Administrée, contrôlée, avec des médecins connus, etc. Mais il devait sans doute se servir de quelque chose pour l'aider à gérer sa fatigue, qui devait être d'un niveau surhumain, inimaginable. C'est le seul sport au monde qui demande à l'athlète de fonctionner 5-6 heures par jour dans toutes les conditions climatiques. Fausto, tous les cyclistes portent une petite flasque dans leur poche arrière. Si quelqu'un vous demandait ce que contenait cette flasque, que nous répondriez-vous? Du café, seulement du café. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Un reconstituant. Et comment s'appelle ce flasque secret? La bombe. Pourriez-vous expliquer au public ce qu'est la bombe? La bombe, c'est une paire de jambes de rechange. C'est une mixture de différents ingrédients secrets. Le plus important était la simazine et la confiance que la bombe va réellement fonctionner. Et tous les coureurs prennent la bombe? Oui, tout le monde. Et si quelqu'un vous dit que non, méfiez-vous-en. Et ne vous en approchez pas trop près avec des allumettes. Et vous servez-vous aussi de la bombe? Naturellement, quand j'en ai besoin. Et quand est-ce que vous en avez besoin? Presque tout le temps. Coppi et la piste. Recordman du monde de l'heure en 1942. 2 fois champion en poursuite, après la guerre, en 1947 et 1949. Dans cette spécialité, il gagna 5 titres nationaux, dont 4 consécutifs. 1946, 1947, 1948, 1949. Un total de 84 victoires sur 94 courses-poursuites. Grâce à ses succès, ce grand champion devient l'attraction des vélodromes européens. Durant de nombreuses années, les organisateurs auraient tout fait pour obtenir sa participation. Souvent, Coppi faisait équipe avec Nando Teruzzi ou Antonio Maspes, 2 grands noms du cyclisme sur piste. Je comprends que c'était un champion, mais nous devions courir sa course, parce que le spécialiste doit courir à la hauteur de son partenaire. Si le partenaire meurt, il en va de même pour le spécialiste. Donc il faut participer au même niveau. Fausto lui disait « Vas-y, pars devant ». Il ne restait pas avec le groupe, il était effrayé. S'il devait rouler seul sans personne autour de lui, tout allait bien. Il était le meilleur, le champion du monde. Mais dans le groupe, il était impossible. Alors je le mettais devant les autres coureurs. Et il roulait. Mais je ne pouvais pas le laisser là. Ma course avec Fausto était une course d'attaque. Quand je courais avec lui en France, il ne disait pas « Teruzzi, le champion du monde des courses de 6 jours » ou « Teruzzi, le champion olympique ». Non, j'étais le partenaire de Fausto Coppi. Voyez comment il était populaire en France aussi. Vede la popolarità che c'è in Francia, Fausto Coppi.
Sur le vélo, il était aussi vicieux que tous les autres. Il voulait gagner, toujours. Il aurait tout fait pour y parvenir. Mais hors course, c'était un vrai gentleman. Je me souviens d'une discussion avec ses partenaires. Ils étaient vraiment impressionnés par sa générosité. Il pouvait gagner des grandes courses et seulement repartir avec le trophée, et ne pas toucher un centime de la prime, la laissant pour ses coéquipiers. Évidemment, quand il courait dans ses courses maillot rose ou sur les circuits, il touchait d'importantes sommes d'argent. À cette époque, il gagnait beaucoup d'argent. Je ne peux pas vous dire au change d'aujourd'hui, mais je me souviens de Fausto encaissant 500, 600 000 livres en 1955-56 pour participer à une course. C'était énorme à l'époque. Assisté par son frère et un chapeau de fakir, il attend la 5e étape, la belle, sur la piste du Vigorelli. Fausto devra puiser dans les ressources du grand Coppi pour battre le fameux fou volant. Seulement 3 dixièmes de seconde séparent les deux rivaux. La foule acclame le meilleur cycliste du monde, vainqueur à 47,368 de moyenne. Avec cette dernière victoire, cela fait 72 victoires sur 79 pour Fausto. Con questa sono 72 su 79 le vittorie di Fausto in gara di inseguimento. Tutti i primati, anche quello del numero. Il biondo Schulte riconosce nell'avversario un maestro. Si merita i fiori. Per vincerlo non ci voleva meno di un Coppi. La vie privée de Coppi. Fausto Coppi est le premier champion d'après-guerre à être adulé par le public d'une manière presque fanatique. Pas seulement dans ses prouesses sportives. Sa vie privée est examinée à la loupe. La simple curiosité remplacée par le désir acharné de tout savoir. Sa vie conjugale avec Bruna Ciampolini et la naissance de sa fille Marina, en novembre 1947, appartient à une période de sérénité. Rien ne perturbe sa vie, même si sa mauvaise humeur influe sur son comportement. J'ai toujours eu conscience de son importance, de sa grandeur. Dès qu'on allait quelque part, tout le monde lui demandait des autographes. Et pour moi, c'était un peu la confirmation de sa popularité. Una conferma, ecco, di questa popolarità e di questa sua importanza. En 1950, Fausto chute pendant le Tour d'Italie et ne court plus pendant 3 mois. Cette malchance devient tragédie l'année suivante. Le soir du 29 juin 1951, son frère Serse chute à quelques 200 mètres de la ligne d'arrivée. Deux heures plus tard, à l'hôtel, il perd connaissance, puis meurt la même nuit à l'hôpital. Fausto est inconsolable. La douleur est trop forte pour penser à la course. Il envisage d'arrêter la compétition. Serse, c'était son frère. Fausto était très proche de lui, et celui-ci était dévoué à Fausto. Ce fut une grande perte pour lui, et le perdre comme ça, suite à une chute, impressionna beaucoup Fausto. Il refusa d'aller au Tour, ils essayèrent tout pour le faire changer d'avis. Ne plus courir aurait pu se traduire par une grande déprime, et probablement la possibilité de ne plus jamais être compétitif sur un vélo. Ils réussirent à le convaincre. Coppi arrive sur le Tour anxieux. Cela ne fait que 5 jours que Serse est mort. Sa femme le supplie d'abandonner. Mais Fausto aime trop son sport pour tout arrêter. Son mariage se dirige vers la crise. Dans l'Italie de cette époque, sa relation avec Silvia Occhini, connue comme la Dame Blanche, est très mal vue.
leur vie privée passée par le filtre conservateur de la moralité. Les deux seront jugés au tribunal, condamnés, puis relâchés avec sursis. Le 13 mai 1955, un nouveau chapitre s'ajoute à leur histoire d'amour, qui rend le couple très heureux. Leur union accueille Faustino, né en Argentine, afin que celui-ci puisse porter le nom de son père. Les seuls souvenirs que j'ai sont ceux lorsqu'il était à la maison. L'homme de tous les jours, pas le champion. Je n'ai pas vu le champion derrière les trophées qu'il avait. Je voyais l'homme dans son foyer. Je n'ai pas vécu sa vie de champion. Je me rappelle d'épisodes de sa vie de tous les jours, comme le jour quand il a enlevé les petits trous de mon vélo et m'a appris comment trouver l'équilibre. C'est peut-être bizarre, mais je me souviens uniquement de ce petit détail. Son histoire d'amour et toutes les conséquences, c'était quelque chose qui a vraiment secoué la personnalité de Fausto. Je me souviens être allé lui rendre visite à Novi Ligure, dans sa maison, avec sa copine et Faustino. Dans sa chambre, pleine de jeux et de superbes jouets. On aurait dit qu'il voulait voir cet enfant grandir dans une atmosphère d'amour, de bonté, chose qu'il n'avait jamais connue. Et la table, je ne pense pas qu'il aimait voir la table aussi bien décorée. Au contraire, il était plutôt contre cette idée. C'était tellement loin de son personnage, ses origines, mais malgré tout, il vivait dans cette richesse avec beaucoup de grâce. Malgré le fait qu'il soit passé par des moments difficiles, il était un champion qui aurait dû être immortel. Mais au lieu de ça, la vie en a voulu autrement, en l'exposant sans cesse au vent de sa cruauté, jusqu'au point de le consommer à petit feu, jour après jour. Le jour de sa mort, probablement aucun remède au monde n'aurait pu le sauver. Ce phénomène avait atteint la cime de l'endurance humaine. Coppi et les classiques. Seul un homme roule en tête, avec son maillot blanc et bleu. Son nom, Fausto Coppi, dit le reporter sur Milan-San Remo. Coppi est en pleine forme. Il vient de faire 7000 km d'entraînement avant de revenir sur les courses, pour être prêt pour ce qu'il appelle la saison de la résurrection. Fausto se détache très rapidement et se retrouve seul en tête, en haut du mont Turchino. Quelque chose qui n'était pas arrivé depuis 19 ans. Son échappée dure 147 km. Sur la ligne d'arrivée, son poursuivant, le Français Tesser, est à 14 minutes. Le champion remettra ça en 1948 et en 1949 sur cette même épreuve. La 40e de Sanremo confirme la virtuosité de Coppi. Au compliment de Martino, il répond « J'ai fait de mon mieux ». Bartali ne se mouille pas, il reprendra son duel contre Coppi dans l'étape suivante. Les cyclistes arrivent au passage à niveau et se détachent des voitures d'assistance. Rossello dévoile son jeu, mais Fausto a la carte la plus forte, il rejoint le Français et le dépasse en se détachant avec une élégance phénoménale. 30 km vont lui suffire pour prendre 4 minutes et 26 secondes d'avance.
prendre la place du leader de Olmo et créer son propre nouveau record. Per far crollare il più che decennale primato di Olmo, per crearne uno nuovo e fantastico, 39 e 397. Si è bevuta la strada senza batter ciglio. Ci voleva quest'altra bevanda per fargli fare le boccacce. Dans sa vie chaotique, Coppi eut la chance de rencontrer Mario Ferretti, un reporter qui a beaucoup écrit sur lui. Et Ferretti avait la chance de voir un grand champion à propos duquel écrire. C'était une chance mutuelle, et leur vie, d'une certaine manière, était semblable. Ils venaient tous les deux de la même ville, Novi Ligure. Ils se connaissaient depuis l'enfance, et ils se retrouvèrent adultes. Leur vie sentimentale était semblable. Mon père tomba amoureux lui aussi d'une autre femme, puis s'exila en Amérique du Sud en 1955, comme Coppi, et leur carrière respective se termina comme elles avaient commencé. Quindi in un certo senso le loro carriere finirono parallelamente, così come parallelamente si erano sviluppate. Avec 5 victoires, dont 4 consécutives, Coppi devient le roi du Tour de Lombardie. Les premières saisons de l'après-guerre lui appartiennent. 1946, 1947, 1948 et 1949. Il laisse tout le monde derrière. Sur le bord des routes, les supporters l'attendent pour le voir donner le meilleur de lui-même. En 1954, Coppi veut une 5e victoire. Une sale journée. La course change constamment de physionomie, avec des tentatives d'échapper çà et là. Le vainqueur gagnera au sprint. Une victoire inattendue pour Coppi, qui passe la ligne devant Fiorenzo Magni. Il m'a confié que la victoire était très importante pour lui, parce qu'il n'arrivait jamais à gagner une course au sprint. Donc, il a vraiment apprécié cette victoire. À l'époque, le consensus général s'accordait à dire qu'il y avait une course pour laquelle Coppi n'était pas fait. Paris-Roubaix. Mais Coppi a surpris tout le monde en faisant face à l'épreuve avec son style inimitable. Il attaque la course comme si c'était une étape habituelle de contre-la-montre. Il atteint une moyenne incroyable de 42 km/h sur les pavés. Le Paris-Roubaix, une course presque complètement en plaine. Mais c'est vrai, il y a aussi les pavés. À 40 km de la ligne d'arrivée, il ne restait plus que lui, moi et Wastenberg. Si je me souviens bien, c'était un désastre pour moi dans les montées. Mais dans les plaines, j'étais l'un des meilleurs. On a couru 15 km ensemble à alterner les sprints. Lorsque je menais, il se reposait un peu. Mais lorsque lui menait à son tour, j'avais du mal à le suivre. C'était difficile pour moi de garder son rythme. Et à la fin, il nous a distancés tous les deux. Il nous a épuisés 30 km avant la ligne d'arrivée. Ce jour-là, il n'y avait aucune fragilité de son côté. Après une échappée de 38 km, Coppi a distancé le reste du peloton, en faisant des différences de temps énormes. 3 minutes sur le deuxième, Dio, qui pensait que Coppi avait abandonné la course et croyait donc avoir gagné. 5 minutes 30 sur Magni et 9 minutes sur Van Steenbergen. En 1953, il n'y a qu'une course que Fausto Coppi n'avait pas encore gagnée. Le championnat du monde sur route.
Mais le manque a vite été comblé avec la course de Crespera-Lugano. Il a décidé qu'il voulait à tout prix gagner cette course et le terrain était favorable également à ses caractéristiques. Et lorsque Binda a formé l'équipe, il disait « Nous devrions adopter cette tactique ». Et Coppi répondait « Non, il n'y a pas de tactique, capitaine. C'est moi la tactique de l'équipe. Il faut simplement faire attention que les autres ne me gênent pas. » L'étincelle de la bataille finale allume le Français Bobet et Barnageau au 13e tour. Mais Coppi, cette fois, ne se fait pas prier. Il a un programme précis et le met en action. Il se lance en tête du peloton. Barnageau est derrière lui. Le champion n'attend personne sur ces derniers kilomètres de la course. Et il est parti. Il y avait un Belge. Je n'arrivais jamais à prononcer son nom. Je pense de Rick. Il était à ses trousses, tout près, derrière lui, sans flancher. Mais à un moment, Coppi s'est soudainement envolé. Il y avait une montée et il a distancé le Belge. Et sur la ligne d'arrivée, victorieux. La foule a bien compris qui va remporter le maillot rose. Les supporters applaudissent Fausto Coppi avec enthousiasme pour l'encourager jusqu'à la ligne d'arrivée. Le champion avait attendu le moment opportun dans l'un des derniers tournants de l'étape pour doubler le coureur belge. Sur les derniers kilomètres de la course, Coppi est arrivé à prendre une avance de 6 minutes et 16 secondes. Les cris des supporters semblent transmettre de la force aux jambes exceptionnelles de Coppi. C'est vraiment la dernière victoire qui lui manquait à son palmarès. Coppi peut désormais ramener en Italie un titre qu'il n'avait pas gagné depuis 29 ans. C'est un moment unique. Coppi couronne sa carrière d'une victoire mémorable. C'est une première dans l'histoire du cyclisme. Le circuit de Lugano ovationne le nouveau champion du monde. Le héros du siècle. Dans sa carrière, qui a duré 20 ans et qui a connu une parenthèse à cause de la Seconde Guerre mondiale, Fausto Coppi participe à 666 courses, presque 120 000 kilomètres. Il en gagne beaucoup, 118, un grand nombre pour quelqu'un comme lui qui se préoccupait beaucoup de la qualité de ses victoires. Il personnifie le monde du cyclisme. La course avec un style inimitable, avec une grâce et une élégance incroyables. Sa mémoire inoubliable unit les personnes de différentes générations. Parce que Fausto Coppi était le vrai héros de l'histoire la plus passionnée que l'histoire du sport italien ait connue au XXe siècle. J'aimerais ajouter que toute la merveille qui entoure la légende de Coppi émane plutôt de l'homme qu'il était, et non du champion. Ou au moins, c'était un mélange des deux. Toutes ces contradictions qui habitaient ce même être. En tant qu'homme, il vivait dans l'appréhension. Quelqu'un qui avait vécu les moments difficiles de la pauvreté et qui maintenant pouvait faire face au monde avec une sorte de curiosité et de crainte. Il était méfiant. Et il fallait toujours qu'il interprète tout ce qu'il trouvait devant lui. C'était sa particularité. Au long du chemin, la vie l'a rendu riche. Et il allait vers l'avant le long de ce nouveau chemin sinueux, non sans difficulté, mais toujours avec sincérité. Dans sa vie amoureuse, il était également aussi sincère. Il était spontané
Et cette qualité le menait à commettre quelques erreurs. Il faisait face à toutes ces adversités avec sérénité. Et à la fin, lorsque tout se dirigeait vers le grand virage, c'était sa mort qui est survenue. Mais ça, c'est la vie. Ces choses-là arrivent et dans ce cas-là, ils sont arrivés à quelqu'un qui était connu, admiré et plus que tout profondément adulé. À cause de sa célébrité, tout était amplifié. Sa grandeur, ses victoires, ses records. Simplement une autre nouvelle pour les reporters et les médias. Tout devenait une nouvelle histoire sur laquelle écrire. Ça, c'est Coppi. Nel blu degli occhi tuoi vinti, felice di stare qua. Volare, cantare, nel blu degli occhi tuoi vinti, felice di stare qua.